Vous auriez au moins pu attendre le septième film pour vous lancer dans les écureuils volants ninja, les gars. Bon, c'est pas une grosse surprise vu, une fois de plus, que je me souviens de ce que Quasimodo World a dit dans notre critique du premier film, mais ouais, c'est un épisode où on part sur beaucoup de trucs grossiers et c'est franchement dommage parce que sur le papier, je trouve que c'est pas dégueulasse du tout. Et sur le papier seulement. Sur tout le reste, ça l'est un petit peu quand même, hein. Je pense que c'est un cran en dessous du précédent. Ne serait-ce que déjà avec l'animation. J'ai l'impression qu'on a rendu ça encore plus lisse que le quatrième film. Regardez cette expression de Melchior par exemple, la bouche que fait Arthur. Ce genre de délire qui passe pas des masses. Je vais pas m'apesantir autant dans cette vidéo là-dessus par rapport à la première, mais ouais, c'est toujours aussi moche et je pense même un peu plus. Mais bon, qu'est-ce que ça veut raconter ce film qui s'appelle Une famille royale qui se centrera à moitié sur l'aspect famille à un certain degré, mais on peut pas non plus dire que c'est pas à propos dans le titre, puisque on va quand même étendre notre famille à un certain degré. Ça commence sur une intro qui nous présente le grand méchant à l'origine de tout, enfin j'espère. Pas impossible qu'on nous ponde un autre gros truc maléfique qui est à l'origine de ça et qu'on continue dans cette espèce de terrier de lapin là. Moi j'ai créé ça, mais ça qui m'a créé, ça qui m'a créé, voilà. Mais bon, l'art illicite, c'est pas juste une forme de magie, c'est un être d'énergie conscient un peu à la Sauron, Sauron Wish. Voilà ce truc dont on nous a parlé durant les trois premiers films. On n'a pas trop parlé de ce, enfin un tout petit peu quand même dans le quatrième film. Albéric en a un tout petit peu reparlé. Mais ouais, ce truc-là est donc une présence maléfique, une grosse ombre méchante qui aime le mal parce que voilà, c'est comme ça. Là aussi, c'est très profond. Et donc, ce truc existe un petit peu tout seul dans son antre et il aime faire le mal. Seulement, voilà, il existe une prophétie comme quoi la princesse Cygne sera à l'origine de sa défaite et mettra en place une période de bonté dans le monde. Et comme il n'aime pas la bonté, parce qu'il adore la paix et le silence. C'est tellement facile de faire cette référence quand elle a des méchants aussi peu poussés que ça. Et ben, ça lui plaît pas. Il va d'abord changer la prophétie. C'est un coup que j'ai trouvé plutôt intelligent à un certain degré, mal exploité par la suite, je trouve, mais intelligent. Il va réécrire la tablette avec sa magie, parce qu'il peut faire ça, qui dira en fait que la princesse Cygne sera maléfique et qu'elle amènera le chaos dans le monde. Et donc, histoire d'inciter des honnêtes gens qui passeraient par là, de se méfier de cette princesse Cygne. Je vais revenir sur cette appellation au passage plus tard, mais ouais, quoi. Donc, il met ça en place et il va rester un peu tapis dans son coin à attendre son heure pour avoir les pleins pouvoirs parce que c'est un truc super mal présenté pour moi. Il existe une pierre lumineuse qui donnera les pouvoirs à Juliette pour le combattre à un certain degré, mais pas tellement que ça. C'est très bizarre, parce qu'on ne jouera pas des masses dessus pour la défaite du gars, mais aussi qu'il peut utiliser pour devenir plus fort, quoi. C'est une pierre de puissance, mais c'est la pierre de lumière. Et vu qu'il n'est pas compliqué à buter, je veux dire, ça sert pas à grand chose, hein. Mais franchement, le gars est pas si compliqué que ça à tuer sur le principe dès lors qu'on sait où il se cache, hein. Le gars est relié à un cristal rouge. Vous savez, je me souviens de ce que j'ai dit dans ma critique du troisième film, comme quoi, ah, tiens, tout d'un coup, un livre magique est à l'origine de l'orbe magique et qui est à l'origine des pouvoirs magiques d'Elberic, tout ça, tout ça. Bientôt, on dira qu'il y a un cristal magique qui est à l'origine de ça. Ben oui, ouais. Ça m'a donné raison. Je vous jure que j'avais pas vu ce film-là avant, hein, quand j'ai balancé ce truc-là. Donc, c'était la petite surprise. Et ce truc-là, il suffit juste de le détruire, hein. Et ça n'a pas l'air d'être ultra solide quand on le verra à la fin, quand ça sera fait, mais ouais, c'est la seule chose à faire pour buter ce gars-là, détruire son cristal.
un peu la lampe de génie à un certain degré. C'est histoire de présenter un petit peu cette espèce de méchant à l'origine de tout, et qui casse vraiment pas la baraque, quoi. Je trouve que dans la présence, cette espèce de fumée noire qui se balade comme ça, avec une espèce d'aura rouge à côté, c'est très basique, on fait pas grand chose. Vraiment, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il se balade, il peut brûler les trucs qu'il touche. C'est plus ou moins la seule chose qu'on le voit faire, hein, durant la majeure partie du film, à part la toute fin. Et encore, pas énormément recherché à la toute fin non plus. Donc, ouais, on casse pas la baraque. Et ouais, on met en place donc cette nouvelle narration comme quoi il était présent depuis tout le temps, que c'était pas juste un art magique mais une présence, et qu'il a modifié la prophétie pour manipuler les premiers qui tomberont dessus, et les premiers qui tombent dessus, c'est un peuple de guerriers, bien entendu, hein, de guerriers écureuils volants, qui s'appellent les Skellions, et c'est une race de guerriers fiers qui en ayant découvert ça, se sont jurés de lutter contre cette maléfique princesse cygne comme indiqué, etc. Et en plus de ça, va y avoir leur chef plus tard qui tombera sur la grotte du méchant, et comme par hasard, leur chef sera un gros ripou qui suivra stupidement les ordres du roi pour le pouvoir parce que blablabla. Voilà, c'est incroyable. Et c'est histoire de faire un petit parallèle avec Albéric, puisque c'est lui qui a l'origine des pouvoirs d'Albéric, et on appuie qu'il a contrôlé Albéric depuis le début. C'est lui qui lui a envoyé ce message dans sa tête de se soulever pour prendre le contrôle avec sa magie et faire toutes les saletés qu'il a faites. Et on dit pas un mot sur Clavius et Zelda, on s'en fout. J'ai l'impression que vous assumez pas vraiment vos films 2 et 3 dans cette suite pour l'instant. On verra par la suite. Le truc qui est un petit peu marrant là-dedans pour moi, c'est que c'est parce qu'il a amené ce pouvoir à Albéric de l'art illicite que ça a mis en place tout le drame autour de Juliette et sa transformation en cygne. Ce qui fait qu'elle est devenue la princesse cygne, même si techniquement ça n'a pas grand chose à voir, ça aurait pu être n'importe quel autre animal. Mais ouais, c'est parce que il a fait usage de son pouvoir à des mauvaises fins qu'il a créé ce qui sera l'origine de sa perte. Et encore à nouveau, il n'y a pas besoin d'une princesse cygne pour briser son cristal, hein, une fois de plus. Mais bon, ça aurait pu être ironique si on avait essayé de l'appuyer un petit peu. Malheureusement, c'est pas bien fait. Et le truc avec ça, c'est que en fait, elle aurait pu se transformer en n'importe quel animal et elle n'est pas définie par le fait d'avoir été transformée en cygne pendant une petite période, quoi. Mais c'est censé être ça qui la représente, ça qui la définit. Il y a vraiment cette espèce de gestion d'un trauma que vous ne comprenez pas, hein, mais à un niveau abyssal. Au passage donc, puisqu'on parle d'Albéric, eh ben, on essaye avec cette configuration-là d'appuyer quelques moments du premier film qu'on a réanimé en 3D pour que ce soit un peu fluide dans ce film. Hein, c'est pas fluide visuellement, mais au moins c'est constant, c'est consistant. Et c'est intéressant de voir ça, de voir cet effort-là, alors que vous auriez pu vous reposer sur vos lauriers et faire quelque chose de discordant. Au moins, je peux un chouïa saluer l'effort. Donc, ouais, si vous voulez voir certaines scènes un peu connues du premier film, version 3D cheap, ben, vous pouvez voir ce cinquième film, ouais. Dans tous les cas, maintenant que cette grosse intro est passée, je vais parler des Skellions dans pas longtemps. En fait, je parle des Skellions tout de suite parce que je trouve qu'ils sont chiants et sans intérêt. Donc, oui, ce sont des écureuils volants et donc des espèces de petites cautions choupies, plus ou moins, qu'on va rendre gaguesques pour pas grand chose. On va se centrer sur deux d'entre eux, dont un qui s'appelle Jojo. On appuie beaucoup son prénom à ce con-là, histoire de dire que ça va être une petite mascotte en gros, et voilà, que ce sont des guerriers qui aiment faire des embuscades, c'est pour ça que c'est plus des ninjas qu'autre chose, on va dire, et ce sont un peu des boulets dans un sens. Ils sont organisés et tout, mais on en fait des espèces de caricatures de peuples guerriers Maasai mon cul et ça essaye d'être drôle à un certain degré, c'est juste chiant et vraiment, ça remplit le film pour pas grand-chose. Ils sont au centre de beaucoup de trucs. Et en un sens, avoir droit à un peuple guerrier qui est manipulé, c'est intéressant
euh, sur le principe, mais étant donné que vous ne savez pas bien appuyer ça et que vous en faites un petit peu des caisses stupidement, ben ça ira pas très très loin en fait. Il y a beaucoup d'éléments qui vont beaucoup trop vite et beaucoup d'interactions qui sont plates et un peu chiantes. C'est pas le plus chiant qu'il y a dans ce film, hein. Je tiens à appuyer, il y aura plus chiant que ça, mais ouais, vous attendez pas à ce que j'ai beaucoup de choses à dire sur eux en particulier. Il y en aura un sur lequel je me pencherai en détail un peu plus tard, mais ceux-là, je les trouve chiants et sans intérêt. Donc ouais, ils s'organisent un petit peu pour faire des embuscades, genre un an et demi après ce qui s'est passé dans le premier film, il aura fallu le temps. Tandis que notre couple central vit un petit peu sa vie et que Huberta fait un petit peu du chantage affectif. En gros, elle fait croire qu'elle est mourante et que la seule chose qui peut la soigner, ce serait un bébé. Donc c'est juste pour forcer Arthur et Juliette à avoir un enfant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a Melchior qui en rajoute une couche. C'est pas drôle. Et si le seul truc c'est de dire que Juliette et Arthur veulent un enfant, ils sont prêts à aller jusque-là, parce que juste après ils disent oui, oui, moi, je suis partant. Ben oui, c'était bien la peine de perdre du temps sur cette connerie-là, à part pour le gag stupide, moisi forcé, comme d'habitude. Et plutôt que de faire ça à l'ancienne, si j'ose dire, ils vont y aller en mode extrême, qui leur tombera bien dessus de façon coïncidentelle, hein, plus ou moins. Ça, c'est un truc que je trouve un petit peu gros dans un sens, mais on va en parler dans pas longtemps, quoi, puisque on va en passer du temps sur eux, qui vont un peu aider les gens. Il y a vraiment personne d'autre. Il n'y a aucun garde, une fois de plus, pour aider qui que ce soit en dehors d'eux, dans le village ou aux alentours. Ils aident un fermier qui est un peu blessé en coupant ses bûches pour lui. Il y a un échange que j'ai trouvé assez drôle à cet égard, c'est pour ça que je tenais à appuyer. Je me sens un peu coupable. Si vous y tenez, on pourra augmenter vos taxes. Eh ben, on a la réponse. Les impôts n'ont pas baissé. C'est bon, vous avez votre truc, vous n'êtes pas obligé de le dire à chaque fois en commentaire maintenant. Les impôts n'ont pas baissé. Cela dit, je dois avouer que ça fait partie de meilleurs échanges de ce film, ça, pour moi. Mais ouais, alors qu'il y a une embuscade qui se passe pas bien avec des Squillions, et ben il y a l'art illicite, il y a pas c'est l'art illicite qui s'impatiente avec son second débile et qui se dit tiens je vais un petit peu forcer le truc, et ce qu'il va faire c'est qu'il va sortir un peu de son confinement. Parce que l'arrivée de Juliette, apparemment, elle est un peu affaiblie, mais maintenant il peut un peu sortir. C'est un détail, c'est assez inconsistant ça aussi. Enfin bref, quoi. Et son truc, c'est de foncer, cramer un truc, plus ou moins au pif. Ça a l'air d'être pas totalement le cas, mais on en parlera plus tard. Et se barrer. Ça, je sors, je fais un petit incendie pour le principe, pas loin d'eux, et voilà. Et donc l'incendie en question, il arrive dans une massure euh, auprès de deux personnes qu'on connaît pas, c'est un gars et sa fille. Et oui, il y a Juliette et Arthur qui sont prêts à venir à leur secours très très vite, mais malheureusement, il y en a un des deux qui meurt, c'est le père. Le père qui, sur son lit de mort, fait promettre à Arthur et Juliette de s'occuper de sa petite fille Alice, qui apparemment n'avait pas de mère. Mais vraiment, hein, on ne justifie pas du tout où est sa mère ou quoi que ce soit, ça fait partie des trucs un petit peu Disneyesque qu'on aime bien dans ce genre de film. Et très vite, ils vont se dire, ok, on va s'occuper de cette pauvre fille qui a perdu son père et tout et tout. Et sur l'approche, je trouve ça intéressant. Vraiment très intéressant, c'est-à-dire que on met en avant un nouveau membre de la famille, une jeune fille, pour attirer davantage le public de cet âge-là. Regardez, vous avez quelqu'un qui a votre âge, qui vous représentera plus directement, voyez, voyez. Et plutôt que d'en faire genre la petite chipie qui s'amuse comme ça, et qui se force un petit peu, on en fait un personnage un petit peu tragique. Son parent est mort. Et notre couple va s'occuper d'elle, et donc au début elle est du genre un peu timide, au début elle peut même plus parler, parce que voilà, le traumatisme l'a touchée comme ça. Et
vraiment, il y a une scène qui m'a un petit peu touché là-dedans au tout début, lorsque Juliette la réveille peu de temps après cette horreur, et qu'elle lui dit qu'elle est là pour elle, en faisant ce petit parallèle avec son passé à elle. Elle aussi a perdu son père de façon violente et tragique, et en voulant la consoler comme elle peut, elle s'identifie totalement à elle. Très joli ça. Et on va passer le gros du film, foutre en l'air cette prémisse. Parce que oui, il y a deux trois moments qui sont un petit peu jolis, très majoritairement autour de Juliette et Alice, hein, la petite Alice. Mais la plupart du temps, c'est des moments complètement dans ta gueule où, même s'ils reconnaissent qu'elle est traumatisée, ils vont tout de suite en mode on fait des caisses. À un moment donné, donc peu de temps après, ils font un grand numéro musical où ils dansent stupidement pour dire hey, reprends le moral, tout va bien. Mon père est mort, bande de connards, s'il vous plaît, arrêtez. C'est le premier truc que je dirais. Comment vous y allez avec vos grands sabots comme ça, bande de crétins? Il y a un moment qui m'a vraiment, vraiment énervé. À un moment donné, lorsque ils font un peu de recherche sur sa famille et que Juliette rapporte à Arthur, elle n'a aucun parent pour s'occuper d'elle. Et c'est quoi la réaction d'Arthur et Juliette? C'est ouais, c'est bon, on va pouvoir l'adopter. Wouh! Je vous jure, c'est ça, hein. Aucun parent et yes, super, on va pouvoir la garder pour nous. Et elle n'a aucun autre responsable pour l'avoir. Ce genre de ton, mais allez vous faire enculer, quoi. Vous partez d'une prémisse qui est quand même assez forte et vous ne savez pas la gérer. Ça rend le truc d'autant plus irritant. Parce que quand vous faites les cons, quand Huberta et Melchior se disputent pour savoir à qui s'occupera le mieux de la petite fille, parce que Huberta veut absolument avoir une petite fille, ça rappelle pas un truc ça aussi, hein. Ça rappelle pas Cendrillon cette merde. Hein. Y a ce genre de merde un petit peu irritante dans vos gags foireux qui est exacerbé par le fait que c'est pour traiter un sujet un petit peu grave, une orpheline qui devrait avoir du mal à passer à autre chose. Et c'est traité à la va-vite, c'est traité avec ce ton de merde, vous pouvez aller vous faire foutre. Et ce qui est franchement dommage parce que je trouve qu'il y a 2-3 moments où ça passe bien, où vous savez donner un peu le poids à ça, mais la majorité du temps c'est des abrutis, c'est tout ce qu'on a. Et puisque j'en ai un peu parlé, les chansons sont très oubliables, un peu osef. C'est mieux que les chansons du 4e opus, qui étaient juste des repompes de chants de Noël. Là, ils ont été obligés d'en écrire de nouvelles chansons. Mais ouais, il n'y en a aucune qui m'a marqué. Si je me souviens bien, à un moment donné, c'est qu'on enchaîne 3 chansons à la suite. C'est-à-dire, il y a la chanson où on veut remonter le moral d'Alice en faisant n'importe quoi. La chanson des écureuils qui ont leur petit chant de guerre. Et juste après, Juliette qui fait une chanson douce à Alice. À la suite, quoi. En l'espace de 3 minutes, 3 chansons comme ça. Et c'est bien. Vous savez gérer votre rythme. Donc, alors que ça se passe, très vite, on va avoir Alice qui va accepter sa situation avec tout le monde qui veut s'occuper d'elle et elle a l'air contente, même si elle n'est pas encore prête à parler toute seule, etc. Et vous faites ça en mode express. Je veux dire, on va encore avoir une suite de développement à la fin où elle finira par reparler et appeler Juliette maman et Arthur papa, ce qui va beaucoup trop vite. Franchement, beaucoup trop vite, surtout avec ce qu'on va forcer dans la suite. Mais plus ou moins, là, c'est terminé le développement. En l'espace de 30 minutes de film, j'ai envie de dire un peu moins que ça, mais 30 minutes de film, elle est contente, elle se balade dans le château, tout le monde l'a accepté, c'est bon, elle a aucun parent, super, wouh, donc on peut l'adopter. C'est comme ça. Et maintenant, c'est la fille attitrée de notre couple, c'est plus ou moins ça. Et ouais, c'est traité beaucoup trop expédié pour que ça ait un poids particulier. C'est dommage. Il y avait moyen de faire quelque chose. En tous les cas, ouais, donc alors qu'elle s'amuse dans le jardin avec un peu tout le monde sauf Arthur et Juliette, il y a un plan qui sourdit de la part des écureuils volants, un peu ourdis surtout de base par
l'art illicite, parce que son truc c'était de créer une monnaie d'échange, quelque chose pour attirer Arthur et Juliette hors du château. Sachant qu'il y a eu des tas de façons de faire ça, hein. Mais le truc c'est de se dire on va les attacher à une fille comme ça, et ils seront obligés de la suivre pour la sauver, ils seront attirés vers les écureuils volants et leurs tanières pour qu'ils soient à leurs avantages. Sachant que, vu qu'on les voit régulièrement se balader à différents endroits, Arthur et Juliette, je vois pas pourquoi ils pourraient pas profiter de nombreux moments où ils sont hors du château pour les attaquer, mais bon, c'est histoire de dire, et de créer donc une petite damoiselle en détresse qui ne servira à rien d'autre. Parce que voilà, elle va se faire capturer, Alice, par les écureuils, et qui vont attirer Juliette et Arthur ailleurs, et ils seront obligés de les suivre. Et ils rentreront donc dans le combat vers moins de la moitié du film, quoi. Tandis que, et j'en parle très vite de ça, parce que c'est de la merde aussi, il y a donc tous nos personnages secondaires, sauf le trio d'animaux qui rejoindront un peu ce beau monde, enfin Arthur et Juliette, et qui essaieront un peu d'aider de façon plus ou moins notable. Enfin si, Anatole est très proactif, je reconnais, mais... Aldo et Rapido un peu rien à foutre. Je ne vais pas parler, mais il y a aussi une mini sous-intrigue sans intérêt autour d'Aldo. Très très vite. Aldo, il a entendu parler du fait que sa mère voulait un peu forcer la main à Arthur en jouant les malades, et donc il se dit tiens, c'est une bonne stratégie, je vais jouer à les malades terminaux pour attirer les filles pour m'embrasser. Et ça va pas, parce que de toute façon qui aurait envie d'embrasser une grenouille, même si elle est sur le point de crever, crétin quoi, dit ah oui, ça me l'a encore plus de t'embrasser, crétin, vraiment. Mais ouais, il y a Anatole et Rapido qui se foutront de sa gueule en lui faisant croire qu'il est vraiment malade, et ça amènera à que dalle. Voilà, c'était pas drôle, ce genre de sous-intrigue Osef autour d'Aldo, ça n'arrête pas. Dès le troisième film, j'en ai pas parlé dans ma critique de celui-là, parce que c'était complètement sans intérêt, mais il y a une sous-intrigue autour d'Aldo qui est chiante, naze, et sans le moins intérêt. C'est même pas drôle de s'en moquer d'une quelconque façon, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est comme ça. Voilà. Bref, il y a tous les autres persos secondaires qui sont attrapés par les écureuils. Il ne faudrait pas qu'ils soient proactifs d'une quelconque façon notable. Avec au passage un moment d'animation délectable où le cuisinier essaye de se défendre à coups de crème et s'en reçoit en retour. Qu'est-ce que c'est magnifique à voir. Vos effets visuels sur la crème, c'est de la crème pour les yeux, hein, si j'ose dire. Hein. Ouh. Putain de merde, j'ai vu de l'animation amateur d'un certain genre où on sait beaucoup mieux représenter un certain type de crème. Ah oui, c'était de la 3D, etc. quoi. Hein, ça, c'est censé être professionnel, cette merde. Hein. Donc, ouais, excusez-moi ce petit détail. Hein. Là, on atteint presque le niveau foot fight. Hein. Presque, mais tout à fait. Hein. On n'est pas encore à ce niveau de nullité, mais presque quand même. Bon, ils sont tous capturés et on va passer des plombes là-dessus. Les écureuils qui se la jouent humoristique en disant oh, on va faire notre petit procès, hein. C'est pas grave, on s'en fout de vous, vous êtes les complices de la grande méchante Juliette, et ils vont s'en défendre. Va y avoir Melchior qui va jouer l'avocat pour Huberta, parce que Huberta est la représentante du royaume. Donc il est jugé pour connivence. Melchior essaiera de plaider sa cause en faisant perdre du temps déjà aux écureuils, parce que c'est clair et net qu'ils se doutent pas, ils s'attendent pas à gagner, mais surtout aux spectateurs, putain. Ils passent des plombes dessus, et à un moment donné ils postillonnent, c'est super drôle, waouh, c'est super moche à nouveau. Il y a tellement de choses qui auraient pu être intéressantes si on avait essayé de donner un vrai rôle à ces personnages, et pas juste des gros gags de merde en fait, mais c'est tout ce qui vont être du début à la fin. Le principe là, c'est d'essayer de défendre le fait que Juliette n'est pas la princesse maléfique qu'il clame. Et ça aurait pu être un truc cool si ils avaient essayé de réfléchir davantage à ça, de le présenter en étant un peu sérieux, en disant mais non, Juliette,
n'est pas cette espèce de démon que vous voyez. Regardez tout ce qu'elle a fait, nous assurons que tout est bien pour elle. Mais non, il n'essaye pas une seule seconde de faire ça sérieusement. Ce qui fait que on n'en a rien à foutre en fait. Et que sur la fin, lorsque elle est condamnée à mort par catapultage, parce que voilà, on peut rien faire comme tout le monde, ben, j'en ai rien à foutre. Qu'il crève, qu'est-ce que j'en ai à branler en fait? Qu'est-ce que ça apporterait? Je vous jure! Et puis ça amène au passage ce moment de catapultage, où bien entendu ce sera défait à la fin, parce que ça sera arrangé du côté de Juliette, qui elle aura su convaincre. Il y a Melchior qui finit par avouer qu'il a des sentiments à Huberta. C'est traité en blague une fois de plus, et je me dis, ok, vous avez enfin au moins fait évoluer cette partie-là, parce qu'on sentait clairement qu'il y avait une certaine tension entre eux. Et ben qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils se disent non, en fait, on ne se supporte pas suffisamment pour accepter de se marier, et que Melchior devienne le nouveau roi ou quoi que ce soit, donc... C'est histoire de dire, si vous voulez chipier d'une quelconque façon avec la dynamique qu'on a créée entre eux, allez vous faire foutre, c'était juste pour le lol. Voilà, voilà. Après, bon, j'en ai un peu rien à foutre de leur couple, c'est juste que vous m'avez fait perdre mon temps. Ce film aurait pu facilement faire 20 minutes de moins. Facilement. Mais bon, on va enfin parler... du personnage le plus proactif qui n'est toujours pas encore cité dans cette vidéo, c'est incroyable. Alors qu'Arthur et Juliette vont à la poursuite des écureuils qui ont kidnappé leur petite Alice, et ben Arthur, en voulant protéger Juliette, se prend une fléchette de poison à sa place, et plutôt que de se faire capturer par tous les écureuils, il y en a un en particulier qui ne fait pas partie de cette bande-là et qui n'arrive que maintenant. On l'a pas du tout teasé avant, on n'a pas montré une seule seconde. Un écureuil un peu plus dodu que la moyenne, on va dire, qui les sauve. Je sais pas comment ils ont réussi à eux deux à transporter Arthur inconscient, mais ils les sauvent pour qu'il ne soit pas repéré. Et il explique qu'il n'a jamais cru à cette fausse prophétie, etc. Et que l'art illicite, qui est un petit peu le grand ennemi, en veut à Arthur et Juliette. Il sait tout, quoi. Il sait tout de nulle part, il a fait des recherches dans son coin. Et ce gars, comment vous dire, Juliette va l'appeler Scully, en jeu de mots par rapport à Skellion. Donc c'est comme si moi on m'appelait Umi, voilà, parce que je suis un humain, et c'est trop compliqué mon nom, donc on va m'appeler Umi. Enfin, c'est le principe de ce nom, c'est très drôle, là aussi, c'est le petit taille comme ça, rapidement. Hein, et ce mec, oui, il sait tout, et résout 75% du problème à la fin. Il crée un antidote pour le poison qu'Arthur s'est pris, et c'est lui qui va mettre en place tous les plans pour arriver à venir en aide à Alice, mettre en place une espèce d'infiltration qui va pas bien se passer parce qu'il compte pas très bien, etc. Il va tout mettre en place, et c'est lui qui va gérer la plupart des trucs, c'est lui qui va être à l'origine de la plupart des résolutions en fait. Les autres, ils vont essayer d'en faire un petit peu, Juliette et Arthur, mais c'est surtout Scully qui est le MVP, le héros principal de ce film. Et on l'a pas vu pendant les 35 premières minutes. Je trouve ça quand même assez gros, hein, mais bon... Donc ouais, Scully leur raconte ce qu'il sait. Il y a Juliette qui touche un artefact qu'il a en sa possession qui se trouve être la pierre lumineuse dont je vous ai parlé au début, que l'art illicite cherche. Comme par hasard, étant donné qu'en le touchant ça l'active, mais pas de façon super claire, ben, ça attire l'attention de l'art illicite. Tellement chiant, hein, comme nom, on va dire, qui pourrait pas avoir un truc un peu plus recherché. Bon. Ouais, donc ça va être un petit peu ce jeu-là entre eux, alors qu'on va essayer de s'infiltrer pour avoir un peu tout le monde. Et en gros, je vais vous faire ça assez vite. On a Arthur et qui va faire croire qu'il est mort en buvant une potion de sommeil parce que personne ne sait lire un pouls dans cette tribu de super guerriers. Et c'est juste pour attirer leur attention parce qu'il se réveillera trop tôt, il sera capturé. Voilà. Il y a Scully qui s'infiltrera en profitant de ça vers la direction de la petite crevasse où se terre l'art illicite, au passage assommant le chef Ripou
en prenant sa place parce qu'il a une potion qui peut changer d'apparence rapidement. Et ça sert juste à ce qu'il repère où se trouve Alice. Il sait qu'Alice se trouve à cet endroit-là, enfermée juste à côté de là où se trouve le grand méchant. Voilà, c'est tout ce à quoi ça sert. Et après, il se barre et ça va être un peu le bordel. On se battra et tout. Il y a le gros tas de fumée noire qui attaquera un petit peu parce qu'il a récupéré plus de force, parce que pourquoi pas. Au bout d'un moment, Juliette se pointera devant les écureuils en leur disant « Ne faites pas de mal à mon chéri, je vous en conjure, écoutez-moi, je ne suis pas cette sorcière maléfique que vous voulez croire. » Et en montrant simplement qu'elle est gentille, et ben les autres finissent par la croire. Et c'est un truc que je trouve très mal foutu là aussi. C'est-à-dire le fait que ce soit des écureuils qui sont clairement pensés, enfin qui donnent l'impression d'être pensés pour vendre des peluches à un certain degré, c'est pas génial. Je pense que ça aurait pu être mieux avec quelque chose de plus recherché que ça. Mais l'idée qu'ils mettent un petit peu en doute la parole de leur chef qui leur dit c'est bon, vous avez vu la prophétie, c'est une grosse démon, etc. etc. J'aurais pas été contre que vous jouiez davantage sur le temps avec ça. C'est-à-dire que pour des gars qui sont censés observer de loin, être terrés un petit peu et faire des embuscades quand ça leur chante, vous faites vraiment pas gaffe au comportement de Juliette et Arthur qui ont cette tendance assez claire à venir en aide à tout le monde, à être gentil avec toutes les personnes qu'ils croisent. Et durant toute cette période-là, justement, avec autour des personnages de Jojo et l'autre con là, dont je vous ai parlé rapidement, où ils les observaient, il n'y avait vraiment pas moyen de mettre en place un début de doute qui s'installait sur le temps, chez ces deux personnages-là au moins, histoire de dire que ça vient pas rapidement à la toute fin, où ce sont des gros bouchers qui comprennent rien à rien, et en l'espace d'une scène de 2 minutes, tout s'arrange. Mais c'est ça en fait. Tout s'arrange, ils comprennent vite. Bon, ce qui finit de les convaincre, c'est que le chef Ripou décide d'attaquer Juliette avec une fléchette empoisonnée, mais elle est déviée et ça tombe sur le petit Jojo, la petite mascotte. Et Juliette décide d'utiliser un antidote de secours qu'elle avait sur elle, grâce à Scully une fois de plus, afin de le soigner à sa place. Bon, de toute façon, elle ne sera pas empoisonnée, donc tant mieux. Et donc ça convainc tout le monde, sauf le chef, bien entendu. Et de toute façon, c'était un connard qui n'en a rien à foutre du bien-être des autres. Et ouais, il est capturé, mais pas complètement, parce qu'ils ne sont pas fichus de gérer ça, les écureuils. Les écureuils vont essayer un petit peu d'aider Arthur et compagnie à cacher la pierre lumineuse à l'art illicite maintenant. Et ouais, c'est pas super bien amené cette partie-là. D'un côté, il va y avoir Juliette et Scully qui se rendront là où est enfermée Alice, donc à la tanière où il y a son cristal. Et de l'autre côté, il va y avoir Arthur et compagnie, tout le monde qui va essayer un petit peu de cacher, d'empêcher l'art illicite de mettre la main sur cette pierre qui lui donnera plus de magie. Parce que pourquoi pas. Là, je sais pas quoi dire, hein, mais bon. Et ils en font des caisses. Alors qu'au départ, il y avait juste Aldo et Rapido qui l'avaient caché sous l'eau et qui se faisaient pas repérer par le gars. Et on aurait juste pu continuer comme ça en fait. Je veux dire, si ce gars est pas fichu de regarder ce qui se passe sous l'eau, bah, ces deux-là peuvent continuer sous l'eau et puis voilà. Mais non, bon, vous n'êtes pas fichu de comprendre un truc aussi basique et donc vous faites passer de ça de main en main, il finira par mettre la main dessus. L'art illicite, en forçant un petit peu les écureuils à le donner en prenant Arthur en otage. Arthur est étonnamment pas aussi doué que d'habitude. Ça m'embête un petit peu. Alors, autant ça commençait un petit peu bien au début lorsqu'il sauve Juliette d'une embuscade des écureuils, mais vers la moitié du film, c'est un peu un boulet qui essaye un petit peu, mais qui accomplit rien du tout. C'est peut-être le film où il est le plus frustrant, Arthur, je trouve. Maintenant, il a le super pouvoir grâce à cette pierre de mon cul, parce que pourquoi pas. Et il met en place une espèce de mort lente qui se referme sur tout le monde. Bien entendu, ça s'arrêtera à temps, ça plus tard. Et donc, tout va se jouer entre lui, Juliette, Scully et le chef, qui donc s'est barré pour un dernier duel avec Scully, qui dit à Juliette « C'est bon, partez, je m'en occupe !» Et en s'occupant de ce gars-là, ils tombent tous les deux à leur mort, semble-t-il, mais non. Donc on nous fait le petit suspense là-dessus, mais il a réussi à remonter Scully, et c'est lui qui va donner le coup final. Mais vraiment, hein, Juliette se rend dans la tanière, on se dit quand même,
voilà, il y a Arthur qui est en danger avec tous les autres, il n'y a plus que Juliette qui est dispo, c'est elle qui va régler le gros du problème. Non, non, elle va essayer de libérer Alice derrière sa petite cage, mais elle n'y arrivera pas. Alice dira ses premiers mots en disant il faut que tu détruises le cristal. Alors qu'elle aurait pu le comprendre par elle-même, je dis ça comme ça, mais bon. Et elle essaye un tout petit peu en balançant un petit caillou dessus, ça marche pas. C'est peut-être un petit peu plus fort, mais non, c'est pile à ce moment-là qu'arrive l'art illicite boosté en pouvoir. Et ce que fait Juliette, le seul truc que fait Juliette de proactif là-dedans, c'est attirer son attention pendant un petit moment. Voilà. Et donc, ça permet à Scully de se faufiler par derrière. Et étant donné qu'il a été un petit peu sonné par sa petite chute quand même, et qu'il voit plus très bien, il se dit qu'il va se jeter lui-même avec une pierre sur le cristal pour être sûr de l'avoir. Et c'est un moment assez héroïque dans un sens. Et une fois de plus, putain, c'est le MVP total ce gars. On le voit pas durant la moitié du film, et c'est lui qui fait les trois quarts des trucs importants, hein, en se sacrifiant à la fin. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il meurt après tout ça? Que l'art illicite meurt après la destruction des trucs, etc. On n'en a rien à foutre de parler de lui. Il n'y a ni Juliette ni Arthur qui regrettent son départ parce qu'il est mort, hein. Vraiment, il est mort. Hein. Il y a du mort dans ce film, c'est un truc que je peux lui louer au moins. On le voit rapidement en fantôme à la fin, histoire de dire qu'il veille encore un peu sur eux, mais personne n'est là pour le pleurer ou quoi que ce soit. On ne passe pas du tout du temps là-dessus. Une fois que c'est fait, on passe juste une fois de plus, comme je l'ai dit, rapidement un peu de temps sur Alice qui dit papa et maman à Arthur et Juliette, histoire de dire. Je veux dire, si vous teniez à ce point à mettre en avant ce personnage-là pour qu'il accomplisse les trois quarts des trucs à accomplir, tiens, au moins ayez le respect que les autres personnages reconnaissent son rôle et qu'ils aient un peu de peine pour lui. Pas qu'on l'oublie complètement, c'est quoi cette merde? Je sais, c'est un détail qui mérite un petit peu. Mais ouais, c'est sur ça que ça se termine. On célèbre l'arrivée d'une nouvelle fille dans la famille. Melchior et Bertha se disputent stupidement, histoire de dire que bon, ils finiront pas en couple. Je suis bien content. Et voilà. Comme je l'ai dit, la base est vraiment pas dégueulasse, hein. Si on doit accepter ce retcon de retcon de retcon, quoi. L'art illicite, et qui est une entité à part entière maintenant, ok, si tu veux, mais c'est tellement mal illustré, sur presque tous les points en fait. C'est juste quelques petites scénettes ci et là qui font que ça passe un petit peu, que l'action marche et que, une fois de plus, si je devais vraiment comparer à ce que le troisième et le deuxième film ont fait, c'est pas particulièrement pire, quoi, en termes de récit. Oui, même si, oui, je me doute que les écureuils ninja, ça puisse être un gros frein pour certaines personnes. Mais au-delà de ça, je trouve quand même que ce que ça veut raconter, c'était pas mal, mais c'était complètement foiré par toute l'exécution presque. Mais je peux pas non plus dire que les idées étaient pas là, qu'il n'y avait pas au moins deux, trois scènes ci là, c'est un peu dispersées qui m'ont pas plu, donc ouais, je vais dire que c'est un chouïa moins bien que le précédent, mais de pas beaucoup. Allez, 4 sur 20. Ça baisse encore petit à petit, mais pour l'instant on n'est pas encore dans l'immonde merde. Hein, on s'en rapproche un petit peu, petit à petit, mais on n'est pas encore dans l'immonde merde. Hein, ça pourrait venir dans pas si longtemps que ça, on verra bien. À bientôt pour le 6e film. Bye.